Bonjour et bienvenue à cette session sur les centres d'apprentissage lors de la conférence virtuelle OMLTA été 2021. Je m'appelle Antonia Settin. Je suis formatrice d'ELF et conseillère pédagogique au palier élémentaire. Pour mon travail, j'apprends et je travaille avec les enseignants paliers élémentaires et secondaires pour bâtir nos pratiques pédagogiques en français langue seconde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des centres pour développer les compétences langagières de façon efficace et peu douloureuse. Commençons d'abord avec une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que nous sommes ici aujourd'hui sur un territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinaabe. Nous rendons hommage au peuple et au territoire de cette nation, Miigwech. Pourquoi les centres d'apprentissage ou les stations d'apprentissage? Les centres ont de nombreux bénéfices. On peut énumérer les suivants. Tout d'abord, les centres se concentrent sur des compétences, des tâches, des concepts spécifiques offrant des occasions de pratique pour développer les compétences et pour améliorer le travail, approfondir les idées et développer la confiance dans ce que l'on apprend. Comme enseignants, les centres nous libèrent de travailler avec quelques élèves ou un petit groupe à la fois, ainsi répondant à leurs besoins particuliers, les rattrapant ou offrant des occasions de développement continu. De plus, les centres rendent la facilitation de stratégies de différenciation plus efficace parce que nous pouvons observer les apprenants et puis cibler ce que nous pouvons faire pour les aider. Les centres permettent aussi d'adresser plusieurs styles d'apprentissage parce que nous pouvons planifier des tâches variées. De plus, les centres promeuvent de l'interaction entre apprenants, offrant ainsi des occasions de pratiquer leur français dans des contextes scolaires et ils promeuvent de l'entraide chez les élèves qui vont apprendre à résoudre leurs problèmes lorsque l'enseignant n'est pas disponible. Les centres bâtissent aussi de la confiance et de l'autonomie chez l'apprenant en offrant des occasions d'application de l'apprentissage. Mais cette liste n'est pas exhaustive. On peut constater que les avantages des centres sont nombreux. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit plus des centres d'apprentissage dans nos salles de classe? Lorsqu'on pense à implémenter des centres d'apprentissage en salle de classe, nous commençons à paniquer. Si vous êtes comme moi, avant d'utiliser les centres, je comprenais que les centres pouvaient beaucoup aider mes élèves, mais j'hésitais. Je me trouvais toutes sortes d'excuses pour ne pas commencer. Je vous invite de penser à vos top 3 excuses. Arrêtez l'enregistrement ici et notez vos excuses. Qu'est-ce qui vous retient? Comparons nos excuses alors. Pour moi, la plus grande excuse, c'était que j'avais peur de perdre contrôle de la salle de classe. Je m'imaginais en train d'essayer de gérer toutes sortes de problèmes. Des élèves qui ne travaillaient pas, des élèves qui parlaient tout le temps en anglais, des élèves qui se promenaient partout. Deuxième excuse, je n'avais pas le temps de préparer tout le matériel nécessaire. J'avais vu des tableaux affichés en salle de classe, des activités préparées toutes faites qu'il fallait concevoir et photocopier. Et je me demandais comment est-ce que j'allais gérer tout ça en plus de ce que je préparais déjà. Troisième excuse, cela allait enlever le temps de travail en salle de classe. Comment est-ce qu'on arriverait à faire tout ce qu'il y a dans le curriculum en plus de faire des centres? Et de plus, les élèves ne vont pas parler en français. Vos réponses sont peut-être différentes des miennes et ça va. L'important, c'est de réfléchir à ce qui est important et si nous avons la chance d'interagir, de discuter, de bâtir une compréhension commune, de partager avec les autres. C'est pareil avec les élèves et nous allons revenir sur ce point plus tard. Finalement, après toutes les excuses, je me suis dit que les bénéfices sont trop grands et j'ai décidé que je devais essayer de voir comment cela allait marcher pour moi dans ma salle de classe avec mes élèves. Voilà ce que j'ai observé. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que les centres me permettaient un temps de réflexion et d'observation auquel je ne m'attendais pas. J'avais le temps de mieux connaître mes élèves et de travailler avec eux individuellement.
J'ai appris beaucoup sur l'intégration des centres d'apprentissage en salle de classe et je le partage avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les centres avec le moins de travail possible, comment préparer les centres avec le moins de travail possible, comment planifier les centres pour développer les compétences langagières et nous allons partager des idées pour des centres que l'on peut utiliser tout de suite. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer le succès des centres d'apprentissage dans nos salles de classe? Quelles sont les pièces de ce puzzle que nous devons mettre en jeu? D'abord, il y a la gérance des routines, il y a la préparation avec les élèves et il y a la planification des activités qui visent les compétences langagières. D'abord, comme pour tout comportement en salle de classe, il faut établir des routines. Comment travailler ensemble? Quoi faire quand on ne sait pas quoi faire? Comment est-ce qu'on va ranger le matériel quand on finit? Comment faire la transition des groupes? Est-ce que tout le monde se met debout derrière sa chaise poussée pour qu'on voit que le centre est bien rangé et que les matériaux sont disponibles? Est-ce qu'une petite chanson aiderait ou un rime? Montre-moi avec ton petit doigt où est-ce que tu vas? Déterminer ce dont les élèves ont besoin de savoir avant de commencer et enseigner les routines pour ça. Lorsque les élèves connaissent les routines, ils n'ont pas besoin de réfléchir, pas besoin de créer des problèmes. Ils connaissent nos attentes et ils suivent les routines parce qu'ils ont l'habitude de suivre les routines. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Lorsque vous allez commencer, il faut prendre du temps pour apprendre les routines et pratiquer les comportements que vous désirez. Vous n'allez peut-être pas accomplir le travail prévu parce que les apprenants ne peuvent pas apprendre et les routines et le travail au même temps. Vous commencez par les routines. Vous leur parlez de comment travailler indépendamment. Soyez explicite avec vos attentes. Vous pouvez même créer des critères de réussite avec vos élèves pour les soutenir, pour clarifier ou pour afficher où tout le monde va les voir. Maintenant, il faut passer par l'étape de la modélisation et de la pratique. La première fois que vous essayez les centres, chaque groupe va travailler la même tâche et une tâche qu'ils savent déjà faire. Par exemple, est-ce que vous avez déjà écrit dans un journal avec eux? Est-ce que vous avez déjà rempli un certain gabarit avec eux? Peu importe, choisissez quelque chose que vous avez déjà fait ensemble et qu'ils savent faire indépendamment. Souvenez-vous que nous apprenons la routine. Après, nous allons nous occuper de différents types d'activités. Alors, vous allez les faire travailler dans leur centre pendant 3 petites minutes avec vous au milieu de la salle de classe pour bien vous assurer que tout le monde est sur la tâche et qu'on répond aux attentes. 3 minutes où tout le monde a bien travaillé, c'est déjà un succès. Félicitez les élèves et parlez de ce qui a bien marché ou ce qu'on peut améliorer pendant le travail dans le centre. Faites le retour sur les critères de succès. Plus tard, ou le lendemain, vous allez essayer une deuxième fois pendant 4 minutes, une autre fois pendant 5 minutes, et après 7 minutes, finalement 10 minutes, toujours avec vous au milieu de la salle de classe qui surveillez et contrôlez. Maintenant que les élèves travaillent bien et qu'ils ont l'habitude de travailler bien dans les centres, vous allez continuer comme ceci, encore vous éloignant un peu plus avec chaque tentative réussie. Vous allez d'abord vous mettre d'un côté de la salle de classe, puis vous allez vous asseoir à votre bureau, puis dans un coin, puis près de la porte, légèrement à l'extérieur de la porte. Vous les entraînez de travailler de façon indépendante sans vous. Si vous avez des élèves jeunes, les bénévoles peuvent jouer le rôle des moniteurs qui font les centres avec les élèves pendant que vous circulez et établissez les rapports avec les élèves qui ont besoin de plus de soutien. Au fur et à mesure que les élèves deviennent plus indépendants,
vous allez avoir de moins en moins de moniteurs et éventuellement, vous allez pouvoir travailler avec chaque groupe dans un centre guidé. Ça prend du temps à établir les routines, mais le temps utilisé ici pour chacune des étapes va vous sauver, voire gagner beaucoup de temps plus tard. Parlons maintenant des tâches que nous allons proposer pour les centres. Il ne faut pas rendre les choses complexes. Simplifions plutôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de différentes sortes de choses qu'on peut acheter sur Teachers Pay Teachers ou mieux enseigner. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons inventer et créer et nous pouvons passer énormément de temps à faire tout ça. Mais commençons plutôt avec quelque chose qu'ils savent déjà faire. Si vous avez déjà enseigné comment faire une tâche, elle peut se trouver dans un centre. Les tâches doivent reprendre ce que vous faites déjà en salle de classe pour offrir plus de pratique aux élèves. Il faut que ce soit des tâches intentionnées, réfléchies, avec une valeur. Alors, on peut par exemple leur proposer d'écrire dans un journal, de jouer à Simondi, de regarder une vidéo, de lire ou écrire un message du jour, de répondre à des questions en parlant, de faire des listes de mots connus ou des idées, d'identifier des sons autour de la salle de classe, de lire individuellement ou avec un partenaire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça a juste besoin d'être quelque chose que vous avez déjà fait avec les élèves pour qu'ils savent comment le faire indépendamment. Les élèves peuvent aussi aider avec la préparation des matériaux. Il y en a toujours qui aiment aider. Les élèves peuvent aider avec le rangement et l'emplacement des crayons, des papiers, des cahiers, des livres, de la colle et des manipulatifs, etc. Lorsque nous préparons des matériaux pour les centres d'écoute, on peut utiliser le site Idelo qui a plus de 15 000 ressources dont on peut se servir. Il y en a, avec les vidéos, il y a des leçons et des cycles d'apprentissage qui sont déjà tout faits pour nous. Et nous pouvons aussi créer du matériel avec les élèves. Et si on fait ça, les élèves vont se sentir plus engagés dans les activités de la salle de classe et ils vont être plus motivés à les faire parce qu'ils savent qu'un de leurs amis ou leurs amis et eux ont conçu les activités eux-mêmes. Pour la préparation des matériaux, les élèves peuvent écrire un muraille de mots ou écrire des mots pour un muraille de mots ambulant. Ils peuvent le mettre sur un trombone et l'apporter avec eux à leur place lorsqu'ils travaillent dans les centres. Ils peuvent aussi écrire des phrases qu'ils vont partager avec les autres élèves et comme ça, ils créent des tâches de lecture. Pendant le temps de la bibliothèque, ils peuvent aider à chercher des livres nécessaires. Par exemple, si nous travaillons les marches à suivre, les élèves peuvent trouver des livres sur comment dessiner, sur comment cuisiner et d'autres choses. Ils peuvent trouver des livres avec des introductions intéressantes si on travaille les introductions. Ils peuvent aussi trouver des livres intéressants à leur niveau pour partager avec leurs amis. Qu'est-ce que les élèves peuvent faire d'autre? Ils peuvent enregistrer leur lecture d'un livre guidé et comme ça, ça peut devenir un centre d'écoute pour la salle de classe ou pour une autre classe ou pour une classe plus jeune. Et ils peuvent faire ça pendant un centre. Ça serait de la lecture. Ils peuvent enregistrer leur réflexion sur un sujet ou un texte que les autres vont écouter et commenter. Ça fait deux centres. Un centre pour enregistrer, donc pour la production orale, et l'autre centre pour le visionnement ou la lecture de ce que leurs amis ont enregistré. Ils peuvent aussi utiliser Google Read and Write pour transcrire des activités au besoin. Lorsque vous introduisez une nouvelle tâche ou activité dans un centre, il faut d'abord expliquer de façon explicite, puis la modéliser. Les élèves ont besoin de savoir exactement ce que vous voulez qu'ils fassent
et ils auront besoin de voir comment est-ce que ça marche. Ensuite, vous allez pratiquer avec eux. Donc, vous allez faire l'activité avec eux. Et vous allez, pendant la pratique guidée, vous allez offrir de multiples occasions de pratiquer. Lorsque vous avez passé à travers ce transfert graduel de la responsabilité avec les élèves pour apprendre comment l'activité va fonctionner, et que vous voyez que les élèves sont capables de faire cette activité sans vous, de façon autonome, l'activité peut faire la transition à un centre où les élèves vont l'utiliser dans les activités autonomes. Pensez ici à toutes les activités que les élèves peuvent éventuellement faire à votre place. Je veux prendre un petit moment ici de vous parler d'une maman iguane que j'ai rencontrée. Alors, mon mari et moi, nous nous promenions sur une piste et nous avons remarqué à côté de nous qui courait une petite iguane et on a trouvé ça très mignon. Et lorsque nous nous promenions, de temps en temps, on a vu cette iguane réapparaître. Tout d'un coup, lorsque nous avons tourné un coin, la petite iguane était là sur ses pattes et elle nous faisait une grimace très menaçante. Et derrière elle, il y avait la maman iguane. Grosse maman iguane. J'avais pas mal peur et nous avons fait demi-tour. Et en retournant très vite dans l'autre direction, j'ai réfléchi sur ce que je venais d'observer. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que cette bébé a vu comment sa maman réagissait lorsqu'il y avait quelque chose de dangereux en place. Et maintenant, elle essayait. Donc, elle essayait de faire ce qu'elle a vu la maman iguane faire. Et la maman iguane était toujours là derrière elle. Elle était là pour l'encourager, pour vérifier que tout allait bien. Sa présence était bien ressentie. Et donc, la petite iguane se sentait en confiance pour essayer de se protéger elle-même. Ça, c'est justement ce que nous faisons en salle de classe pour le transfert progressif de responsabilité. D'abord, on enseigne quelque chose explicitement, on modélise pour les élèves jusqu'à ce qu'ils se sentent confiants à essayer eux-mêmes. Après, on pratique avec eux. Finalement, on les laisse pratiquer tout seuls avec notre présence derrière pour les appuyer et jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise de travailler indépendamment. Et c'est pour ça que nous choisissons des activités que les élèves savent déjà faire ou que nous les enseignons comment faire ces activités. Ils vont avoir du succès parce que nous avons déjà enseigné comment ça se passe. OK. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des centres et ce que nous voyons traditionnellement dans les centres et comment est-ce que nous pouvons améliorer un petit peu nos pratiques pour avoir des centres qui sont plus efficaces. Dans le passé, les centres et notre enseignement d'ailleurs se concentraient sur le contenu. Donc, ce que les élèves savent. Et c'était donc des centres qui étaient basés sur les thèmes, par exemple les vêtements. Et en fait, le contenu était très facile à trouver parce que tout ce qu'il fallait faire, c'est faire une recherche Google ou dans un livre. Mais lorsque les élèves travaillaient les centres comme ça, ils n'apprenaient pas vraiment à communiquer. Ils faisaient du travail, mais ce n'était pas du travail qui allait développer leurs compétences langagières. Alors, il faut plutôt planifier des centres qui sont basés sur les compétences. Alors, écouter et parler, par exemple, si on veut avoir un centre où on travaille le thème de vêtements, on peut écouter et parler pour choisir ce qu'on va porter pendant la météo.
Au lieu alors de nous concentrer sur le contenu, on va se concentrer sur les compétences langagières et créer des activités où les élèves ont besoin d'écouter, de parler, de lire et d'écrire. Donc, on va se concentrer non sur ce qu'ils savent, mais ce qu'ils font. Alors, il faut plutôt planifier des centres qui sont basés sur les compétences. Si on prend l'exemple des vêtements, on peut proposer des activités d'écoute et de production orale ou d'interaction orale où les élèves doivent choisir ce qu'ils vont porter dépendant de la météo. On peut écouter et parler pour acheter un vêtement. Ils peuvent interagir oralement pour décider quoi apporter lors de la journée où on s'habille comme des jumeaux. L'important, c'est qu'ils pratiquent comment communiquer, comment utiliser le contenu dans le centre. Nous pouvons également avoir des centres où les élèves vont faire de la métacognition. Donc, ils vont réfléchir sur leur apprentissage. Alors, ce sont des centres qui reposent sur la réflexion personnelle, sur ce qu'ils pensent, sur la pensée critique, sur leur apprentissage. Ils peuvent, par exemple, s'auto-évaluer sur une tâche. Ils peuvent s'auto-évaluer par rapport à des critères de réussite. Ils peuvent s'auto-évaluer à partir des descripteurs du CECR pour voir comment est-ce qu'ils développent dans leur capacité langagière. Vous allez peut-être vouloir m'arrêter ici et dire, mais Antonia, mes élèves ne sont pas capables en français. Quand je les laisse travailler en groupe ou avec les amis, ils se parlent tout le temps en anglais. Ah! Et moi, je vais vous répondre, c'est justement pour ça qu'ils ont besoin d'occasions pour parler en français ensemble. Si on ne les laisse jamais parler en français, ils ne seront jamais capables de parler en français. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Comment est-ce qu'on peut les appuyer? On peut écouter déjà leur conversation et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en anglais. Quelles sont les choses qu'ils ne savent pas dire en français pour accomplir la tâche donnée. Et lorsque vous écoutez leur conversation en anglais et que vous vous demandez quelles sont les structures de phrases qu'ils ne savent pas dire en français, vous venez de planifier vos prochaines leçons. Vous allez enseigner les structures de phrases dont ils ont besoin pour communiquer ensemble en français. Déjà, vous n'allez pas enseigner ces structures de phrases en écrivant une liste de phrases et en exigeant que les élèves utilisent ces phrases. Cela ne va pas marcher. Souvenez-vous de notre transfert progressif de responsabilité? Eh bien, il se tient pour l'apprentissage des structures de phrases aussi. Nous allons le réincorporer en utilisant l'approche neurolinguistique pour enseigner les structures de phrases. Alors maintenant, nous allons partager quelque chose que nous avons appris. Pensez à une idée que vous pouvez partager. Prêt? Nous allons faire ici comme si on est en salle de classe et je suis l'enseignante. Je veux que vous notiez vos observations de ce qui se passe en même temps que de faire votre partage. Souvenez-vous, on partage quelque chose que nous avons appris. Par exemple, à un moment donné, je me suis aperçue que j'avais besoin de faire parler plus mes élèves. Alors, comme j'ai appris que c'est important de faire parler plus mes élèves, j'ai appris que je devais créer des situations de partage pour les élèves. J'ai appris que eux, ils ont besoin de plus de pratique que moi. J'ai appris que je devais utiliser de nouvelles stratégies pour faire parler mes élèves. Qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai appris que je devais utiliser de nouvelles stratégies pour faire parler mes élèves. Qu'est-ce que tu as appris? Oh, tu dis, j'ai appris qu'il faut enseigner les structures de phrases explicitement? Merci. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que les élèves ont besoin de soutien pour parler en français? Merci, j'ai appris ça aussi. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que les élèves ont besoin de plusieurs occasions de pratiquer? Ah, merci. Je me demande qui a dit « J'ai appris que les élèves ont besoin de soutien pour parler en français ». Ah, c'est notre deuxième élève.
Qui a dit que j'ai appris que les élèves ont besoin de plusieurs occasions de parler? Ah, ça, c'était notre troisième élève. Maintenant, je vais poser la question à d'autres élèves. Qu'est-ce que tu as appris? Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux poser la question à ton ami? Dis-lui, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Cet élève va répondre à la question. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu peux demander à ton ami, un autre ami, qu'est-ce que tu as appris? Une fois que nous avons donc modélisé les structures de phrases, que nous avons demandé à quelques élèves, que les élèves ont posé les questions aux autres élèves, nous pouvons inviter deux élèves en avant de la classe ou un élève devant la salle de la classe qui va modéliser avec nous comment est-ce qu'on va avoir une conversation en utilisant ces structures de phrases. Alors, pour les élèves qui sont en mode virtuel comme nous, on peut les inviter de pratiquer avec un partenaire en salle multiple. On peut les inviter de pratiquer avec une marionnette. On peut les demander de pratiquer avec une image ou avec quelqu'un qui est à la maison. N'oubliez pas aussi de faire l'intention d'écoute, donc de leur demander qu'est-ce que leurs partenaires ont dit. Comme ça, nous allons vérifier qu'ils s'écoutent les uns les autres. Prenez maintenant le temps de réfléchir à vos observations. Arrêtez l'enregistrement ici pour noter ce que vous avez remarqué. Alors voilà quelques observations que vous avez peut-être faites. D'abord, on présente la structure de phrase qu'on veut essayer plusieurs fois dans un contexte authentique. C'est une structure de phrase dont nous avons besoin pour communiquer ce qu'on veut. On va présenter la structure de phrase avant qu'on pose la question. Comme ça, lorsque la question est posée, les élèves vont savoir comment répondre. On va corriger la structure de phrase. Donc, si l'élève dit mal la structure de phrase, c'est ce qu'on corrige. Pour le vocabulaire qu'ils vont utiliser pour adapter leur structure de phrase, on va les aider avec ça, mais on va insister sur l'utilisation exacte de la structure de phrase, parce que c'est ici que nous allons fossiliser la bonne méthode, la bonne façon de dire cette structure de phrase. Nous allons alors faire la modélisation, la pratique partagée avec les élèves, la pratique guidée où nous aidons les élèves lorsqu'ils sont devant la salle de classe et montrons comment est-ce que ça marche. Et nous avons le travail indépendant quand ils vont travailler avec un partenaire. Puis ils vont changer de partenaire aussi. Ils ne vont pas faire ça seulement avec un partenaire, ils vont changer de partenaire. Et ce que vous allez observer lorsqu'ils changent de partenaire, c'est que les élèves qui ont besoin de plus d'appui, ils vont probablement répéter la même phrase plusieurs fois, ou ils vont peut-être écouter qu'est-ce que les autres élèves disent et utiliser leur phrase. Et ça va, ils sont en train de parler en français. Pour les élèves qui sont un petit peu plus prêts à prendre des risques ou sont plus confiants, ils vont peut-être changer leur phrase à chaque fois. Donc ça, c'est une différenciation naturelle qui se produit sans aucune intervention de notre part. Aussi, j'ai mentionné l'intention d'écoute. Alors, une fois que les élèves ont partagé avec un partenaire, on va demander à quelques élèves qu'est-ce que ton partenaire a dit. Vous allez remarquer qu'en développant cette grammaire interne, nous avons utilisé 3 personnes au singulier. Lorsque l'élève parle de qu'est-ce qu'il ou elle a appris, il utilise « j'ai appris que » dans le passé. Lorsqu'il pose la question « qu'est-ce que tu as appris » avec « tu ». Lorsqu'il parle de qu'est-ce que son ami a fait ou a appris, il a appris, elle a appris. Donc, nous avons fait « j'ai appris, tu as appris, elle a appris » dans un contexte sans courir à des feuilles de grammaire. L'autre chose que vous allez remarquer, c'est que tout le monde participe avec cette procédé.
tout le monde parle en français. C'est une belle occasion de pratiquer. Et maintenant, lorsque les élèves retournent dans les centres, la structure de phrase qu'ils ont pratiquée et qu'ils ont utilisée à maintes reprises, ils vont être capables de les utiliser lorsqu'ils travaillent avec leurs amis aussi. Cette approche s'appelle l'approche neurolinguistique. Et je voulais la partager avec vous parce que la première question de tout le monde à son coach, c'est comment est-ce que je les fais parler en français? Ça, c'est le comment. Peu importe le niveau de français, une structure de phrase peut être très simple, comme je veux, je peux, ou ça peut être plus complexe, comme il faut que, ou il serait important de. Tout à l'heure, je vous ai demandé de penser et noter vos top 3 excuses pourquoi ne pas utiliser les centres. Dans la salle de classe, nous pouvons utiliser cette activité comme centre aussi. Les élèves peuvent noter les top 3 excuses pour ne pas faire les devoirs, éviter de ranger leur chambre, ne pas jouer dehors, pour n'importe quoi. Voilà un centre, le centre des excuses. Les élèves réfléchissent à ce qui leur est important et le partagent, et ils vont justifier leur réponse. Mais ce n'est pas fini. Voici une idée pour un deuxième centre. Présente tes top 3 excuses à un ami et comparez vos top 3 excuses. Un troisième centre. Lire les exemples de 3 amis et pour en trouver des différences et des similarités. Quatrième centre. Répondre aux excuses de 3 amis. Cinquième centre. Lis les messages qu'on vous a laissés sur vos excuses et parlez-en avec un ami. Wow! Une seule activité et au moins 5 centres. Nous avons utilisé les centres pour écouter, parler, lire et écrire. Cette interaction est ce qui est essentiel. Discuter, bâtir une compréhension commune, partager avec les autres. Nous offrons cette occasion à nos élèves dans les centres. D'autant plus pour nos élèves les plus gênés, introvertis ou moins confiants, nous offrons la possibilité de partager les réflexions avec un autre élève à plusieurs reprises avant de partager en grand groupe. Nous bâtissons la confiance en offrant et nous offrons multiples occasions de pratiquer. J'aimerais vous partager les activités langagières que nous pouvons trouver dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou le CECR. D'abord, il y a les activités de réception. Donc, ça, c'est la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit. Compréhension de l'oral, c'est ce que nous appelons écoute, et compréhension de l'écrit, c'est ce que nous appelons lecture. Après, il y a la production. Donc, pour la production de l'oral, c'est quand les élèves vont parler et expliquer quelque chose ou décrire quelque chose ou raconter quelque chose. Pour production de l'écrit, c'est pareil à l'écrire. D'écrire, raconter, expliquer. L'interaction de l'oral et de l'écrit se passe lorsqu'il y a une communication qui se passe. Alors, il y a un élève, par exemple, qui va poser une question, l'autre va répondre, ou ils vont parler de leurs opinions sur quelque chose, ou ils vont parler de qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans un texte. Et finalement, il y a la médiation de communication, la médiation de texte et la médiation de concept. En gros, la médiation de communication, c'est gérer la conversation. La médiation de texte, c'est la traduction et l'analyse de ce qu'on a entendu, de ce qu'on lit. Donc, ça revient à la pensée critique. Pour la médiation de concept, c'est comment on peut collaborer pour apprendre et pour consolider son apprentissage. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la médiation ainsi que la réception, production et interaction dans le volume complémentaire avec les nouveaux descripteurs du manuel accompagnateur du CECR qui a été publié en février 2018. Et en fait, il y a un nouveau volume complémentaire qui vient de sortir. Il n'est même pas traduit en français encore, il est seulement en anglais pour le moment.
mais vous pouvez vous référer là pour avoir plus d'idées sur quelles sont les activités langagières. Alors, quel est le rapport avec le curriculum de français langue seconde? Déjà, nous avons établi que l'écoute, la compréhension de l'oral, c'est l'écoute. Communication en oral, c'est la production orale et l'interaction orale. La lecture, c'est la compréhension de l'écrit. L'écriture, c'est production écrite et interaction écrite. Puis la médiation, à l'oral et à l'écrit, se trouve surtout dans la communication orale et dans la lecture. Puis éventuellement à l'écrit, lorsque les élèves vont écrire leurs réflexions sur un texte. Alors, je vous ai promis de voir quelques idées pour les centres et les compétences, les centres qui utilisent les compétences langagières. Je vais vous partager donc cette liste. C'est une liste que j'ai commencée et que j'ai travaillé avec des enseignants lors d'une autre session sur les idées pour les centres selon les compétences langagières. Et ce que nous avons fait, alors nous avons une diapo par compétences langagières et même quelquefois nous avons plusieurs diapos avec des idées pour une compétence langagière. Alors par exemple, ici, nous avons une diapo avec la compréhension orale. Alors des idées, écouter une vidéo et en faire un dessin. Écouter une chanson et noter ses paroles préférées. Participer dans un centre d'écoute et ensuite parler de leur partie préférée ou d'autres choses qu'ils ont remarquées dans le centre d'écoute. Une activité dos à dos, par exemple, où un élève décrit une image et l'autre essaie de la recréer sans regarder. Bingo, écouter une histoire enregistrée et ainsi de suite. Après, nous pouvons aussi avoir des centres qui visent la production orale. Voici des centres qui visent l'interaction orale. Et ce sont des idées. Donc, vous pouvez choisir entre ces idées ou peut-être que vous allez trouver vos propres idées, mais ce sont quand même des idées que vous pouvez utiliser tout de suite du moment où vous apprenez à vos élèves, vous les enseignez comment est-ce qu'ils vont faire ces activités indépendamment. Quelques idées donc pour la médiation, pour la compréhension écrite, pour la production écrite, et j'aimerais arrêter juste un petit moment pendant que nous parlons de production écrite. Lorsque les élèves écrivent quelque chose, c'est important que d'autres personnes les lisent, pas seulement le professeur, parce que les élèves ont l'habitude que le professeur lit, que le professeur corrige. On regarde peut-être quelques moments, voir quelle était la note que l'enseignant a donnée, et puis on range ce travail, on ne le revoit jamais. Une meilleure pratique, c'est quand les élèves écrivent quelque chose, de faire lire ce récit ou cette histoire ou ce conte ou cette opinion, ce paragraphe aux autres élèves dans la salle de classe, qu'ils commentent, qu'ils partagent les idées, qu'ils s'offrent des opinions. Comme ça, les élèves savent qu'il y a un besoin réel. Pourquoi écrire? Il va y avoir quelqu'un qui va lire leur travail. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont lire leur travail. Et ils vont être donc plus motivés à écrire parce qu'ils savent qu'il y a une raison pourquoi écrire. Et ils vont être plus motivés à bien écrire parce qu'ils savent que leurs amis vont lire leur écrit. Alors ensuite, autres idées pour interaction écrite. Des idées pour la médiation à l'écrit. Même des idées pour la phonologie, pour la métacognition et pour l'accueil d'idées. Alors, comme vous constatez,
Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que nous pouvons faire dans les centres où nous n'avons pas vraiment besoin de dépenser beaucoup d'argent et de passer beaucoup de temps à photocopier ou à planifier. Toutes les choses que nous faisons déjà en salle de classe que les élèves peuvent faire indépendamment peuvent devenir des centres. Et où est l'enseignant pendant le temps des centres? D'abord, lorsque nous apprenons comment faire les centres et comment gérer notre temps dans les centres, l'enseignant va être très présent dans la salle de classe et surveiller et aider à bien travailler dans les centres. Une fois que cette routine est établie, l'enseignant peut prendre le temps d'observer et d'évaluer. Une fois que je me suis rendu compte que je pouvais me permettre de ne pas être dans un centre avec les élèves, mais d'observer qu'est-ce qui se passait dans la salle de classe lorsque les élèves travaillaient dans les centres, j'ai trouvé mon évaluation des élèves était beaucoup plus facile. Je vais vous donner un exemple. J'avais un petit, par exemple, en première année, j'avais un petit qui ne lisait pas encore, c'était au mois de février, et il avait encore de la difficulté à lire. Et je me demandais quel était le problème. Et est-ce que l'élève va pouvoir lire? Alors, à un moment donné, pendant que les autres élèves travaillaient dans les centres, j'observais cet élève faire la lecture indépendante. Il a choisi son propre livre. C'était à un niveau bas qui était approprié pour lui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le petit bonhomme, il regardait son livre, il tournait bien les pages. À un moment donné, il retournait les pages pour vérifier sa compréhension de quelque chose. Puis il allait revoir encore qu'est-ce qui se passait et il a commencé à rire. Alors, il a fait une inférence de quelque chose qui est arrivé dans le livre. Avec cette petite observation qui m'a pris même pas 2 minutes, j'ai constaté que cet élève déjà a des connaissances de base de comment est-ce qu'il va lire. Il est capable de saisir l'essentiel, le message essentiel sur une page. Il vérifie sa compréhension, il fait des inférences, il est bien parti. Nous pouvons alors prendre ce temps d'observer et d'évaluer les élèves. Et donc, on peut aussi éviter des évaluations écrites lorsque le travail n'est pas un travail écrit. Ensuite, nous pouvons travailler avec un élève, donc un élève ou un groupe d'élèves. Donc, ça c'est la pratique guidée. Et on peut les aider à développer et à pratiquer les compétences qu'ils sont en train de bâtir. Alors, pour les centres sans souci, nous avons vu comment gérer les centres avec le moins de travail possible, comment préparer les centres avec le moins de travail possible et comment planifier les centres pour développer les compétences langagières, ainsi que des idées pour les centres que l'on peut utiliser tout de suite. Je vous invite maintenant de faire une réflexion, donc c'est la partie consolidation que vous allez faire sur ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Quelles sont d'autres questions que vous avez sur les centres? Comment est-ce que vous allez observer et évaluer le travail des centres? Comment est-ce que les élèves peuvent contribuer dans les centres et dans la préparation des centres? Et quelle est une chose que vous allez essayer auprès de vos élèves? Et je pense que notre temps ensemble arrive à une fin. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuation à la conférence OMLTA de cet été 2021. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation sur les centres pour développer les compétences langagières chez les élèves.